1914 à 1915, mort pour la France. Donc nous allons débuter cette cérémonie. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet, donc le numéro 24, c'est le 24e bataillon. L'ordre de mobilisation générale est décrété en France. 3 août, déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. Le 24e bataillon de chasseurs, à manœuvre dans les Alpes, regagne précipitamment sa garnison de Villefranche-sur-Mer. La mobilisation fut rapidement menée et le 8 août, le 24e bataillon de chasseurs alpins est aussitôt dirigé sur les frontières de l'Est. Les premiers combats sont livrés, difficiles, mais toujours glorieux. La vaillance et l'ardeur du bataillon depuis le premier jour de son engagement en Lorraine, et ce, jusqu'à l'armistice, s'impose au commandement par son allant et son brio. Sa fourragère aux couleurs de la médaille militaire, 4 citations à l'ordre de l'armée, 2 au corps d'armée, 2 à la division, attestent inconditionnellement la valeur guerrière de ce superbe bataillon de la Côte d'Azur. On va retrouver le 24 au combat sur la montagne, à la bataille de la Marne, devant Verdun, sur l'Isère, en Champagne, dans la Somme, dans l'Aisne, au début de la guerre, à la tête de ce corps d'élite, le lieutenant-colonel Papillon-Bonnet. Le 10 octobre 1914, le chef de bataillon Joseph Nicolas prend le commandement du 24e bataillon de chasseurs alpins. Le 29 octobre, le 24 et le 6e reçoivent l'ordre de monter à l'assaut des retranchements ennemis. À la sonnerie en avant, sonnée par le 6e, le 24e s'élance avec un courage admirable. Mais dans cette affaire, ce dernier a perdu 8 officiers blessés et 350 chasseurs. Novembre 1914, à Ypres, en Belgique, 2 compagnies tentent un coup de main sur les tranchées adverses, éloignées seulement de 40 mètres. La première compagnie perd la moitié de son effectif, son capitaine tué avec le triste bilan de 150 disparus. Le 11 février, le bataillon est en Alsace. Il est prêt pour l'attaque et s'élance avec un élan et un enthousiasme des plus remarquables. Dans cette brillante affaire, le 24e bataillon s'empare de 2 mitrailleuses, de 2 Main-Waffer, ainsi que de 16 prisonniers. Le général de division Gabriel Putz, commandant le détachement d'armée des Vosges depuis décembre 1914, adresse au commandant Joseph Nicolas ses félicitations au sujet de la prise du Sud-Corse au massif vosgien. Cette période coûte au bataillon 50 tués et plus de 200 blessés. Le 21 avril 1915, le 24e bataillon de chasseurs alpins est choisi pour rendre les honneurs à Gérardmer au général Joseph Joffre, commandant-chef des opérations. En mai-juin 1915, le 24e bataillon s'installe en position sur le col de la Schultz à 1100 mètres d'altitude. Sur cette période, le 24e dénombre encore 40 tués et 150 blessés. Le 17 juin, le bataillon est relevé par des éléments des 11e et 47e chasseurs. Mais le commandant Nicolas reste sur la position dont il conserve le commandement. Pour 3 journées de combat acharnés, les pertes s'élèvent encore à 80 tués et 300 blessés. Le 24e BCA reçoit sa première citation à l'ordre de la 7e armée, commandée par le général de division Louis de Mauduit, le 9 juillet 1915. La citation a fait preuve d'une diligence, d'une vaillance et d'une énergie au-dessus de toute éloge en enlevant une position très fortement organisée dans laquelle l'ennemi se considérait comme inexpugnable, d'après les déclarations même des officiers prisonniers.
lui a fait subir des pertes considérables et malgré un bombardement des plus violents, a cessé de progresser pendant plusieurs journées consécutives pour élargir sa conquête. Le 20 juillet 1915, le 24e bataillon de chasseurs alpins quitte ses bivouacs de Gachenay pour se porter sur les pentes ouest du petit Réchaker. Après 3 attaques consécutives, 2 compagnies prennent pied au sommet et une soixantaine d'Allemands sont faits prisonniers. Le lendemain, mercredi 21 juillet, le chef de bataillon, Joseph Nicolas, est tué à son poste de combat par un éclat de bombe. Grâce à la détermination de son chef, le 24e PCA reste digne de ses origines brillantes. L'ancien bataillon de chasseurs à pied de la garde impériale créé en 1854, dont les premiers faits d'armes pendant la campagne de Crimée, les batailles de Magenta et de Solferino, fait décorer le drapeau des chasseurs avec le 10e bataillon. Je terminerai en vous disant que les bataillons de chasseurs de 14-18 ont payé un lourd tribut pour la patrie, plus de 80 000 morts. Merci Louis. Du 24e bataillon de chasseurs alpins venait d'être frappé mortellement et sentait que c'était la fin. Autour du brancard où il achevait de mourir étaient groupés ses officiers désolés, lorsque le moribond, s'adressant à eux, leur demanda qu'en suprême hommage de respect et d'affection, son bataillon bien-aimé défila devant lui en sonnant l'air immortel de la Sidi Ibrahim. Ce qu'il désirait fut fait. Tous les chasseurs du 24e bataillon défilèrent en sonnant et sanglotant à la fois devant un brancard où était étendu un chef qu'ils adoraient. Et, dans cette merveilleuse apothéose militaire, dans un sourire qui illuminait son visage, le chef de bataillon Nicolas rendit, pour la France, son dernier soupir. Nicolas, le commandant simple et superbe du 24e bataillon de chasseurs alpins, symbolisera à Toulon les vertus françaises, tant de fois affirmées individuellement et collectivement, qui reste une des réalités les plus vraies de la guerre, particulièrement odieuse à tous ceux qui l'ont faite. 5 fois cité, 2 fois blessé en moins d'1 an, promu commandant, fait chevalier de la Légion d'honneur dans les tranchées, partout, Nicolas, brillant Saint-Cyrien, préparé à notre lycée et tenant de son père, qui fut capitaine de vaisseau, les plus beaux enseignements. Partout Nicolas, qui restera légendaire du 24e et dans notre région, déploya ses magnifiques dons de cœur, ses sentiments patriotiques, sa haute conscience du devoir. Sa mort fut un deuil profond pour chacun de ces hommes. Dans le cadre magnifique de Toulon, la grande cité maritime et militaire, le nom du commandant Nicolas rappellera que la France, qui prouve tous les jours sa volonté réelle de la paix, doit être prudente et vigilante, et qu'elle peut baser sa sécurité autant sur ses forces morales que sur les précautions matérielles encore indispensables à sa dignité et à sa sécurité. Merci Michel.